Nous entamons la partie agriculture de ce reportage. Nous sommes toujours avec notre invité et donc nous commençons par une de ces cultures ici qu'on appelle communément le vanzou. Les gens le connaissent en Minan, c'est Azimbokui. Vous cultivez le vanzou ici, mais cette année ça n'a pas produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, nous avons eu un sérieux problème de pluie. Et ce qui a fait que la production est vraiment ratée. Ouais. Et nous n'avons pas eu, vous voyez, ça manque d'eau. Ça n'a pas produit, oui. Parce que ça manque d'eau, ouais. Ça manque d'eau. Et franchement, c'est quelque chose qui nous étonne, c'est la première fois, ouais. Mais tout est grâce. Vous n'avez pas un système d'eau ici, qui vous permet d'irriguer vos cultures pour le moment, vous n'en avez pas? Je commence par me poser la question de savoir comment est-ce que l'agriculteur togolais ou bien africain peut avancer s'il compte seulement sur le temps pluviométrique. Parce qu'avec ça, on ne peut pas faire de l'agriculture. Alors que pour réussir dans l'agriculture, il faut avoir aussi un moyen d'irrigation. Et ici, vous voyez les champs que nous sommes en train de faire, tous ces champs de vazou, il faut avoir un moyen pour pouvoir mettre l'irrigation ici. Et nous n'avons pas ça pour ici, mais nous avons ça pour le jardin, parce que c'est une grande surface ici. Donc nous n'avons pas ça pour ici. Quand vous allez sur la route d'Accra, les gens produisent toute l'année parce qu'ils ont la maîtrise de l'eau. Il y a des forages spéciaux qu'on fait, qui vont en profondeur, qui font ressortir de l'eau et on irrigue de grandes parcelles de culture. Et on a la tomate, on a plein de choses, les oignons qu'on retrouve sur les routes d'Accra. Est-ce que cette technique n'est pas encore arrivée au Togo? Cette technique qui permet de cultiver en toute saison. Il ne faut pas attendre seulement la nature. Aujourd'hui, avec les aléas du changement climatique, il y a un impact sur l'agriculture dans nos pays. Si on ne prend pas garde, d'ici quelques années, on ne pourra plus nourrir nos populations. Je voudrais dire seulement que le Ghana est en avance sur la technique de l'agriculture, même le Burkina Faso. Je vous assure que beaucoup de tomates, les oignons, tout ça vient du Burkina, dans un pays sahélien. Et comment ça se fait? Parce qu'ils ont eu la maîtrise d'eau. Vous voyez, l'État a mis à la disposition de ceux qui veulent faire de l'agriculture les moyens pour faire des barrages, pour avoir du forage. Vous vous rendez compte que pour faire du forage ici au Togo, un camion qui arrive pour forer ici chez nous, ce n'est pas moins de 2 700 000 francs. Et quand vous voulez avoir beaucoup d'eau, sur une superficie de 20 hectares, il vous faut au moins 3, 4, 5 forages pour pouvoir couvrir tout. Il faut avoir les moyens pour le faire. Après le forage, il faut payer des machines d'irrigation. Et la meilleure irrigation pour que tu puisses continuer à faire l'agriculture à long terme, c'est le système goutte à goutte. Ce système te permet aussi de faire des réserves d'eau et de continuer par le faire. Dans le goutte à goutte, nous avons le système d'arrosage par émersion, qui de temps en temps, il faut l'ouvrir aussi, parce que quand ça vient à la racine, les feuilles aussi ont besoin d'eau de temps en temps pour pouvoir partir. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire ici, on peut le faire ici, mais ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, il faut que l'État puisse avoir un moyen pour le forage, par exemple, pour que tout le monde puisse le faire. Vous vous rendez compte qu'au Ghana, l'État a permis aux entreprises qui font des forages d'avoir les camions d'abord sans douane. Les camions, si j'achète des camions neufs de forage, ça arrive au Ghana, c'est sans douane. Et en plus de ça, ils ont aussi des facilités au niveau de l'équipement. Ce qui fait qu'un forage qui est fait ici à 2 700 000, vous avez le même forage au Ghana à 600 000, 550 000. Au Burkina Faso, on vous fait le même forage, moins de 1 million. Donc, automatiquement, l'agriculteur burkinabé ou bien ghanéen est en avance sur nous. Voilà les problèmes que nous rencontrons ici. Et pour faire des barrages, des retenues d'eau, au Burkina Faso, ça ne coûte rien du tout. Il y a d'abord les entreprises, je peux dire les étatiques, qui ont des engins et qui viennent y créer dans des environs les retenues d'eau et les gens se retournent tout autour pour faire l'agriculture. Mais ici, pour faire une retenue d'eau ici, une bonne retenue d'eau ici, il faut aller dans les 5 à 6 millions, voire même plus. Voire même plus, aller même dans les 10 millions au-delà. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout, si vous voulez faire de l'agriculture et que vous n'avez pas de financement du ministère de l'Agriculture,
vous ne pouvez pas le faire. Les choufs qui n'ont rien produit, Oui, c'est perdu. Mais là, on voit des champs de maïs. Le maïs aussi, c'est perdu. Il y a une partie qui est perdue, mais il y a une partie qui a réussi. Par la grâce. Vous voyez, les arachides aussi, nous avons eu des problèmes cette année avec les arachides. Il y a beaucoup qui n'ont pas donné. Mais par la grâce du Seigneur, nous remercions le Seigneur quand même pour ce que nous avons eu. Parce que ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui n'ont même pas eu ça. Vous voyez, normalement, ces arachides-là sont des choses... D'habitude, on a des arachides plus... Vous voyez, il manque de pluie. Donc le soja, vous l'avez fait sur 1 hectare. Il y a l'arachide, il y a le vanzou. Et donc tout ça, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu pour cette année. Mais c'est des investissements. Oui, c'est des investissements, mais c'est perdu. Il y a des ouvriers qui ont travaillé ici. Il y a des semences que vous avez achetées. Et... Tout ça, c'est perdu. Il y a les ouvriers qui ont travaillé. Il y a des semences que nous avons mises. Il y a des traitements qu'on a traités pour faire des trucs. Sur les 1 hectare, on ne va rien avoir. Hein. Ça, je vous dis la vérité. On ne va pas avoir même 1 kilo. Vous voyez vous-même, là, c'est déjà raté. C'est raté. C'est raté. En cette saison, vous allez voir que les soja ont déjà donné. Et ça commence à mûrir. Mais là, c'est raté. Le problème de pluie, c'est exceptionnellement cette année ou bien vous vivez ça régulièrement? Non, non, non. Cette année, exceptionnellement, nous avons eu ce problème-là. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. Oui. Normalement, il devait y avoir déjà de pluie depuis le mois d'août passé et septembre. Mais il n'y a pas une seule pluie. Ici, dans la région de Zior, région maritime, nous faisons 2 saisons d'agriculture. Ça, c'est la petite saison, la deuxième saison, mais il n'y a pas de pluie. Ça veut dire que nous sommes le 4 aujourd'hui. Même s'il y a eu des pluies après, si vous faites l'agriculture, vous allez perdre tout. Évidemment. Vous allez tout perdre. Là, c'est déjà en retard. Donc, c'est un problème que nous ne comprenons pas. Et ça, je le dis aux gens. C'est des signes que Dieu nous parle. C'est les signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous ajoutez tout cela à cette maladie qui a pris le monde entier, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on s'interroge sur notre vie, nos manières de faire. Si Dieu peut se fâcher et que la terre qui doit nous nourrir aussi refuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, tout ça, c'est la patate douce. Actuellement, là, la racine n'a rien donné parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Les tiges, c'est les ignames. Ouais, ça n'a rien donné ici aussi. Il n'y a pas eu de pluie parce que nous ne l'avons pas fait très tôt. Mais de l'autre côté, au moins, nous avons eu quelque chose. Là, on est avec les gombos. Ouais. Ça n'a pas produit non plus. Les gombos aussi ont eu des problèmes. Tous ces gombos que vous voyez, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien que nous mettons. C'est naturel. La seule chose que nous apportons comme éléments nutritionnels, c'est les bouts de vache et des poulets. Et nous faisons aussi des fumiers avec les herbes que nous mettons de côté. Donc, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Contre les insectes, nous les traitons avec les feuilles de naine et avec les graines de naine que nous faisons en produit pour utiliser. Mais sans eau, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, sur cette superficie, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons trouver des financements pour mettre du goutte à goutte ici pour le faire. En temps normal, cette superficie de gombo peut nous rapporter jusqu'à 800 000 en temps normal. Ah oui? Oui. En temps normal. Mais malheureusement, c'est perdu. Cette année, avec ça, on n'a même pas eu 40 000 francs. Alors ici, c'est carrément le champ de maïs. Les feuilles de maïs ont pris une couleur or. On constate effectivement qu'il n'y a pas eu d'eau. C'est quand même la catastrophe. Oui. C'est dommage. C'est dommage parce que souvent, quand on fait le maïs ici, lorsque vous voyez nos maïs, si on vous dit qu'il n'y a pas eu d'engrais dedans, vous allez dire non. La taille et tout. La taille et les épis de maïs. Et si on vous dit que c'est sans engrais, vous allez dire non. Mais cette année, regardez ce que nous avons. Mais nous avons perdu beaucoup de maïs. Nous avons fait au total 7 hectares de maïs. C'est 10. Il y a de l'autre côté du maïs blanc 3 hectares et le maïs rouge 7 hectares. Ça fait 10 hectares. D'abord, nous avons eu un problème au début. C'était les chenilles qui ont attaqué le maïs. Et après cela, la pluie qui ne venait pas. Donc, même ceci que nous avons, on ne croyait pas pouvoir l'avoir. On croyait que nous avons tout perdu. Mais je rends grâce au Seigneur qu'au moins on a quelque chose pour nourrir les veuves et les orphelins que nous visitons de temps en temps. Qu'est-ce que nous faisons avec nos maïs la plupart du temps?
Nous vendons rarement nos maïs. Tout ce que nous produisons ici comme maïs, nous donnons aux orphelinats et nous allons aussi vers les villages. Si on vous dit qu'il y a des gens dans les villages qui n'ont pas à manger, vous n'allez pas croire. Moi-même, la première fois que j'étais allé dans les villages, que j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de bord de maïs pour pouvoir préparer la pâte, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Comment se fait-il que vous êtes dans un village et vous n'avez pas de maïs? Ils nous disent d'abord, nous n'avons pas de terre pour cultiver, donc on va faire des métayers chez les gens et en retour, si nous avons de l'argent, nous achetons du maïs pour pouvoir préparer parce que nous n'avons pas de terrain pour cultiver. D'accord. Et en allant évangéliser, chaque fois dans nos voitures d'évangélisation, nous avons des sacs de maïs, d'haricots et du gari. Parce que nous faisons aussi le gari ici, nous faisons l'haricot. En cette saison, normalement, quand vous êtes arrivé, vous allez voir les haricots partout. Mais à cause du manque de pluie, nous n'avons pas pu semer cette année. Ce qui veut dire quoi? Nous serons obligés d'acheter de l'haricot et le gari pour faire notre évangélisation prochainement. On voit gombo, vanzou, arachide, igname, patates douces, haricots. Vous occupez combien d'espace ici? Nous avons au total 20 hectares ici que nous exploitons pour l'agriculture. Et puis au niveau de l'église, là-bas, eux, ils sont sur 2 hectares. Donc les trucs de l'église sont sur 2 hectares qui vont jusqu'à l'autre côté. Mais ce que nous avons réservé à l'agriculture, c'est une superficie de 20 hectares. Et tous les 20 hectares sont souvent exploités? Oui, oui, oui. Okay. En temps normal, on l'exploite. Et qu'est-ce que nous faisons? On ne met pas les mêmes cultures. Ouais. Cette année, par exemple, nous avons mis du maïs ici. L'année prochaine, il n'y aura plus de maïs ici. Il va y avoir d'autres cultures ici et nous allons envoyer les maïs ailleurs. Donc, c'est ce que nous faisons pour pouvoir laisser la... Parce que on n'utilise pas les herbicides ici pour herbicider le sol. C'est à la roue que les gens sacrent et tout. Donc, c'est archaïque, mais c'est ce qu'il faut pour préserver les essences, certaines choses et aussi la terre. Alors, lorsqu'on exploite 20 hectares, il faut avoir une main-d'œuvre. Qui sont ceux qui travaillent avec vous ici? Ils viennent d'où et comment ils vivent eux? C'est vrai que nous avons la main-d'œuvre. La seule chose que nous prenons comme machinerie pour travailler sur les 20 hectares, c'est les tracteurs au temps de labour. Donc on fait venir les tracteurs qui labourent la terre pour les semis. Mais ça aussi, je vous dis que ça coûte cher. Parce qu'on ne peut pas comprendre un hectare. Le tracteur qui arrive chez nous prend 45 000 francs pour labourer un hectare. C'est trop cher. Pendant qu'au Ghana, à côté, le tracteur prend 15 000 francs. 15 000 francs CFA. Et 15 000 francs CFA, ce n'est pas par hectare. C'est-à-dire que le tracteur vient chez vous dans la journée. Vous payez le gasoil et vous le payez 15 000 francs converti en CFA. Et il travaille toute la journée, le temps que vous puissiez terminer, si vous pouvez acheter le gasoil. Mais ici, ce n'est pas hectare, 45 000 francs, pas hectare. Combien d'agriculteurs, combien de paysans vous pensez qu'ils peuvent prendre les tracteurs? Donc, ils sont obligés d'aller là-bas. Donc, après le tracteur, nous avons la main-d'œuvre qui viennent des villages tout autour. Et quand ça ne suffit pas, nous avons des gens qui quittent même Dapaon pour venir. Nous avons des élèves qui quittent Dapaon pour venir chercher de l'argent ici avant de repartir. Donc, surtout pendant les vacances et les congés, nous avons beaucoup d'élèves qui viennent. On va me poser la question, pourquoi depuis Dapaon? C'est parce que tout autour de nous ici, il y a beaucoup de Moba. Beaucoup de Moba, beaucoup de Kabiais. Quand nous cherchons la main-d'œuvre et qu'on ne trouve pas, c'est eux qui appellent leurs frères qui sont de l'autre côté de venir travailler. Voilà. Alors, lorsqu'on fait cet investissement, quelle est aujourd'hui la rentabilité par hectare, par exemple, de maïs en temps normal de ce champ-là? Normalement, en temps normal, quand nous prenons un hectare de semis, on arrive à trouver 3 et 4 tonnes de maïs. Parce que nous ne mettons pas de l'engrais, c'est ça. Mais si on met de l'engrais, des fois on peut aller. Mais même 3, 4 tonnes, je trouve que c'est très bien, c'est très rentable. Parce que ça donne, la terre même ici est riche, c'est une terre riche. Et tant que nous ne mettons pas de l'engrais, des herbicides, la terre va demeurer toujours riche. Donc voilà ce qu'on trouve. Et tout ça, est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos fonds? Parce que c'est des moyens que vous mettez ici. Est-ce qu'à la fin de la saison, vous arrivez vraiment à rentrer dans vos fonds? On n'arrive pas à rentrer dans les fonds. D'abord, les prix de revente de certains produits sont fixés d'abord par l'État, alors que l'État ne participe pas réellement au développement de l'agriculture comme nous le voulons.
il y a un ministère de l'Agriculture qui existe, il y a des fonds pour financer l'agriculture, mais des fois je me pose la question, depuis que moi je suis rentré dans ce domaine, je me pose la question de savoir quels sont les critères de financement, qui sont ceux qui bénéficient de ces financements. Qui sont ceux qui bénéficient de ces financements. Lorsque nous faisons l'agriculture, par exemple, au niveau du maïs, quand nous avons trop de maïs, c'est l'ANASAP qui achète le maïs pour mettre en stock et nous fixe le prix d'achat. Mais personne ne nous a jamais demandé quelles ont été vos dépenses, le prix de revient du produit. Mais on fixe le prix d'achat sans penser au prix de production. Donc, ce qui fait que moi, je ne vends pas. Je préfère partager aux gens gratuitement que de vendre. Donc, pour le moment, nous ne faisons pas pour gagner, mais quand nous allons commencer par faire l'industrialisation, la transformation de nos produits, je crois que nous allons commencer par gagner de l'argent. Pour le moment, nous ne faisons que perdre de l'argent, mais on doit le faire. On doit le faire parce que, vous savez, Dieu, il nous a dit de travailler et qu'il va bénir le travail que nous sommes en train de faire. Donc, quand vous travaillez, ce n'est pas tout le temps que vous allez avoir ce que vous pensez y avoir. Vous allez passer par des processus de difficultés. Par ces processus de difficultés, vous allez apprendre à vous adapter, à trouver d'autres moyens. Parce que si vous ne le savez pas, les jeunes, ou bien ceux qui me voient maintenant, ils vont dire « Ah, c'est super, je vais venir dans l'agriculture ». Vous allez être désenchantés. Parce qu'il faut s'attendre à savoir qu'il y a des difficultés que vous allez rencontrer. Il faut s'attendre à savoir qu'il y aura des moments de sueur sans rien du tout en retour. Et après, il va y avoir des moments d'abondance aussi. Des moments d'abondance et de joie. Mais il ne faut pas croire qu'on doit gagner tout le temps avec l'agriculture. Il y a des moments où vous allez perdre. C'est pour cela que moi je dis aux gens, quand vous voulez faire de l'agriculture, ne restez pas seulement dans un schéma d'un produit donné. On a vu ici qu'il y a une variété de produits. Voilà, il y a une variété de produits. Si cette année, par exemple, les gombos, les vanzous, les arachides ont bien donné et que je perds en maïs, je vais récompenser ça des autres côtés. Vous voyez? Mais quand j'arrive à une saison où je perds tout, alors là, c'est catastrophique. Et ça, il faut que les gens puissent le savoir que c'est les aléas. Même en Europe, il arrive que la production a des problèmes. Il arrive qu'il y a de surplus de production et qu'il n'y a pas de moyens de coulement. Et vous voyez des fois, les paysans sont fâchés, ils déversent dans la rue des pommes de terre, des trucs parce que... Les carottes, tout ça. Vous voyez? Pourtant, ils ont des subventions là-bas. L'État les subventionne, mais ils se plaignent. Et nous autres qui n'ont pas de subventions, on fait quoi? Nous continuons la visite de ce site et nous sommes au niveau du secteur de goutte à goutte où il y a une production personnelle, pour une consommation personnelle qui se fait ici. Il y a les tomates, il y a le piment, il y a les oignons. Alors, c'est une expérimentation que vous faites parce que là, on voit qu'il y a un dispositif d'arrosage de goutte à goutte. Ce n'est pas une expérimentation, mais c'est quelque chose que nous faisons aussi sur une grande surface. Okay. La goutte à goutte, on peut faire ça sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, si vous avez les moyens. Ça coûte un peu cher, mais c'est le système de contrôle qui peut vous donner la possibilité de gérer l'eau. Vous voyez comment ça fonctionne? L'eau vient goutte, 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 sous les pieds de l'arbre, d'une plante ou bien d'une culture. La surface qui reste ne gaspille pas l'eau. L'eau ne va pas là. Ce qui fait que, même si c'est en temps de sécheresse, vos surfaces vont toujours garder de l'eau pour vos plantes. Et ici, pourquoi nous avons mélangé des variétés? Il y a 2 secrets là-dessus. Pour éviter les maladies qui attaquent, vous mélangez les variétés, ces maladies n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'on a le piment, on a la tomate, on a le piment, la tomate, les oignons, tout ça. Voilà. Donc, ça fait que les maladies n'attaquent plus. Si vous mettez que des piments et que la maladie du piment arrive, ça peut attaquer tout. Mais quand il attaque là, il vient, il voit que la tomate est là, il ne peut plus. Tout est bio, vous voyez, malgré que c'est bio. La dernière fois, nous avons déjà fait la récolte de ceux qui sont mûrs et ça commence encore à mûrir. Ça, c'est pour votre consommation personnelle. Oui, mais il y en a tellement que nous ne pouvons pas consommer ça. Vous offrez aux gens. On offre aux gens, on vend.
On vend aussi ceux qui veulent du bio, on les vend. Si vous prenez un seul de ces grains, de ces piments-là, vous ne pouvez pas les manger. C'est tellement piquant. Parce que c'est naturel. Nous avons les oignons ici. Vous voyez, ça c'est les oignons. Et tout ça, c'est avec le système goutte à goutte. Nous avons les oignons qui donnent déjà. De l'autre côté, nous avons une grande surface. Mais il y a beaucoup d'arbres fruitiers ici. On voit, bon, on a vu les cages des poules, tout ça. Là. Bon, nous sommes sur la cour de la maison, même où vous habitez. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et puis il y a des arbres à caractère médicinal. Qu'est-ce que vous en faites? Dieu m'a donné des révélations ici sur certaines plantes que je ne connaissais pas. Et chaque fois, on me montre ça, c'est pour ceci, ça, c'est pour cela. Ça, c'est moringa que tout le monde connaît. Oui. Nous avons des moringas ici. On fait le thé de moringa ici. On fait les graines de moringa que nous vendons aussi. La consommation des graines de moringa est bénéfique pour la santé. Donc, ça, c'est des graines de moringa que nous vendons vers l'Europe. Je vends beaucoup vers l'Europe. Et ces graines de moringa, quand vous les prenez tous les matins, tous les jours, vous devez prendre un nombre donné de graines de moringa. Vous voyez, vous allez prendre un nombre donné que vous mangez. Et vous avez le droit de manger maximum 6 graines de moringa par jour. Vous pouvez partager ça 2-2, 6 par jour. Vous allez voir, l'organisme va changer. Donc le moringa ici, nous faisons le thé et nous vendons aussi les graines. Après le moringa, vous avez ces plantes-là qui sont là pour traiter. On le voit souvent, mais ça a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets sur beaucoup de domaines. Spirituels aussi, comme physique. Vous connaissez ça? Aloma. Tout le monde pense que c'est seulement pour manger. Aloma. Après, à part la nourriture pour faire la sauce, ça a d'autres vertus spirituelles. Que tu n'as pas besoin d'autre chose, mais d'autres vertus spirituelles. Vous voyez, ça c'est l'arbre de noni. Les noni aussi, beaucoup le connaissent déjà et ils savent ce que ça fait. Nous avons noni ici et nous l'utilisons aussi. Donc, il n'y a pas que la prière qu'on fait ici, il n'y a pas que l'agriculture qu'on fait ici, mais il y a aussi la possibilité de soigner les gens par les plantes. Avec la prière et les plantes, comme Jésus avec le sable, Dieu répond aussi. Ici, vous avez la témésia. Nous l'avons planté ici. Ah oui. Et là, déjà, nous sommes en train d'aller à la phase de préparation pour la consommation. Donc ça, c'est la témésia, ça. Et sentez l'odeur, voir la témésia naturelle. Donc la témésia, c'est déjà presque prêt pour faire le thé. Traitement de palu. Et aujourd'hui, sans vous mentir, les vertus de la témésia sont prouvées. Quel qu'en soit ce qu'on dit, avant même que Corona n'arrive, la témésia, les vertus de la témésia sont prouvées. Nous avons fait des plantes de la témésia ici que nous avons coupées et c'est ça que vous voyez ici. Donc d'ici quelques jours, nous allons commencer par les mettre en boîte, en sachet plutôt. Et nous vendons les sachets à 2000 francs. Vous avez cultivé l'artémisia sur une grande surface? Non, on n'a pas. Pour le moment, nous avons fait une petite surface seulement. Et cette année, nous voulons faire beaucoup plus. Parce que les gens commencent par être intéressés. Et nous allons faire beaucoup plus. Ici, c'est le sésame, communément appelé goussi. Vous en produisez aussi ici? On produit aussi. Et cette année, nous avons fait une grande surface ici, mais manque de pluie. Combien? On a fait 1 hectare. Mais manque de pluie, franchement, ça n'a pas donné. Mais ce qu'on a eu, ce n'est pas beaucoup. Sinon, c'est un produit que nous avons un grand marché pour ça au Nigeria. Ah bon? On a une grande demande de goussi au Nigeria. Et les gens nous demandent jusqu'à 100 tonnes de goussi par saison. Ça a disparu. Mais nous, on a encore ces arbres-là ici. On a des arbres d'acajou, tout ça. Je posais la problématique des essences qui sont en train de disparaître. En venant ici, on a vu, comment ça s'appelle ça, un petit baobab qui produit, qui produit des fruits. Oui. Lomé, il y avait plein de baobabs, les baobabs ont disparu. Il y avait les arbres de Atitouin, de Aklikon, de Atokliko et de tout ce que vous savez.
tous ces arbres ont disparu, c'est inquiétant, mais quand vous traversez la frontière, vous allez du côté d'Aplaou, les Ghanéens ont préservé tout ça et continuent d'en produire, de nous vendre. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'on vienne chez vous, dans votre ferme, retrouver quelques espèces de ces arbres-là que vous êtes en train de préserver. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Oui, vous savez, après ma formation de financier, j'étais rentré un peu dans l'environnement, où j'ai appris comment préserver l'environnement. Et au fait, je suis le président de Environnement et Développement International, une ONG aussi qui défend l'environnement. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes avec certaines personnes qui vendent des produits agricoles comme les herbicides et tout ça, parce qu'on leur dit que ce n'est pas bien, ça tue nos terres, ça fait ceci, cela. Mais quand vous voyez derrière ceux qui ont ces sociétés de vendre des produits herbicides et tout ça, c'est des barons. C'est des gens qui ont déjà fait le ministère de l'Agriculture. Donc, ils ne veulent pas laisser. Mais ça détruit. Et pour moi, quand j'étais arrivé ici, il n'y avait pas toutes ces plantes-là. Et j'ai commencé par les faire venir. Parce que je me suis dit, mais pourquoi on n'a plus ça? Vous allez voir les mandariniers, vous allez voir les pamplemoutiers, vous allez voir tous ces fruitiers de différentes sortes de mangues greffées. Quand la saison arrive et quand vous voyez la framboyante, ça donne des fleurs, c'est extraordinaire. C'est joli. Le jus de l'agricon, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec côté de fruits et autres, rien. Extraordinaire. Donc, il faut qu'on fasse revenir des essences. Par exemple, sur la route de Lomé, on prend la nouvelle route de Palimé qu'on est en train de faire, on plante que les arbres d'agricon jusqu'à Zanguera. On prend un côté, on met que les arbres de Fogny jusqu'à... Et vous allez voir, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons ça. Il faut qu'on revienne à ça. Nous sommes toujours dans les systèmes de goutte à goutte ici, mais on a les aubergines. Voilà. Ça, c'est pas gros, c'est plus gros que ça. Ah oui, nous avons plus gros que ça. Ça, c'est déjà prêt à manger. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Hein? Moi, j'ai cultivé pendant des années. J'ai fait le jardinage, donc je connais très bien tout ça. On les mangeait tout cru et tout et tout. Et c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Les carottes, les aubergines, les poivrons. Sans engrais naturel. Et vous voyez, ça a beaucoup de vertus. Et vraiment, quand vous mangez ça, vous sentez le goût qui est naturel, qui est bon. Vous voyez, ça vous rend en bonne santé, vous êtes en bonne santé. Le moment, la plupart des gens pensent seulement que pour faire la sauce. Mais vous pouvez le manger comme ça aussi. Quand vous le mangez comme ça, il y a beaucoup plus de vertus dedans. On peut le prendre pour faire comme une salade. Et le poivron, ça a déjà donné. Et tout ça, c'est sur goutte à goutte. Ça, c'est pour la vente. Pour la vente, ok. Nous avons un réseau des consommateurs bio. Donc, on a une plateforme sur WhatsApp. Et ceux qui veulent acheter les produits bio, on les déclare ce que nous avons. Et chaque jour, c'est une fois par semaine, on amène ça à Lomé. Ils vont les chercher à Gualepédo. Les gens font les commandes. Les gens font la commande. Nous avons les petits paniers, on te fait ton petit panier de ce que tu as besoin. Et là, tu fais la commande. Mais c'est du 100% bio, donc le prix est différent. Donc les gens doivent savoir ça. C'est normal. On voit quelques touffes de fleurs ici, c'est une ligne de fleurs. Vous produisez des fleurs ici? On produit des fleurs, vous allez les voir là-bas. Ceux qui vendent des fleurs Guscor, ils viennent couper tous les matins. On a les lys et on a aussi ces variétés de fleurs. Ça, c'est un autre système en dehors de goutte à goutte. Voilà, ce système, c'est un autre système d'arrosage. Et lui, il fait des jets d'eau. Ça se pèse comme ça, comme une pluie. Mais c'est un système qui demande beaucoup d'eau. Quand vous voulez utiliser ce système, il faut avoir des temps. Une grande quantité d'eau. Une quantité d'eau. Et vous mettez dedans de motopompes pour pomper l'eau parce qu'il faut une pression. La goutte à goutte n'a pas besoin de pression. Avec un robinet simple, on peut faire ça. Mais ici, ça a besoin de pression. Et nous l'utilisons avec le barrage. Maintenant, si vous n'avez pas de barrage, est-ce que c'est possible d'utiliser ce système? Oui. Comment? Il faut faire un grand étang. Quand vous allez faire l'étang, vous remplissez l'étang avec de l'eau, par exemple du barrage. Et maintenant, vous mettez la motopompe dans l'étang pour prendre l'eau, pomper l'eau de l'étang pour arroser. Donc c'est possible aussi de le faire sans barrage, mais avec le forage. Ce système,
Ça coûte moins cher que le goutte à goutte Ok. pour l'installation. Et aussi, c'est un système qui vous demande maintenant pour l'exploitation plus de moyens que le goutte à goutte. Vous voyez Un peu le contraste. le contraste. Pour l'installer, c'est moins cher, Ouais. mais pour l'exploiter, c'est cher. Comment? Vous avez besoin de payer tout le temps de carburant Ok. pour pouvoir pomper avec la motopompe. Alors que le goutte à goutte, vous n'avez pas besoin de carburant. Vous ouvrez seulement le robinet Et puis c'est et bon. c'est parti. Donc c'est le produit de contre-saison que nous faisons ici avec ça. Et ça, c'est très rentable.